Bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où 33 degrés sont attendus comme température maximale. Au cours de la journée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, la digitalisation de l'administration vient de franchir un palier supplémentaire. Si de nouvelles solutions digitales ont été présentées hier au comité de digitalisation de l'administration, elles concernent 3 départements ministériels. Parmi elles, la solution Sigidolo de la Direction générale des transports, qui devrait contribuer à l'augmentation des recettes et à la sécurisation des documents de transport. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie n'a pas manqué de saluer la qualité des nouvelles plateformes, tout en invitant à un accompagnement optimal de cette nouvelle étape de la digitalisation de notre administration. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 17 septembre 2025, aucune menace sur le territoire n'ébranlera la volonté des FAMA dans l'accomplissement de leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Voilà ce qu'a déclaré le général Makan Alassane Diarra de l'état-major général des armées dans un entretien exclusif accordé à Yara Konaté. Selon lui, les forces armées maliennes tireront les leçons des attaques ciblées de ces derniers jours pour mieux sécuriser les convois sur les grands axes routiers du pays. Des FAMA qui ont par ailleurs opposé une riposte foudroyante à ces attaques en détruisant plusieurs sanctuaires terroristes. Et puis, chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Gbou, Koulibaly évoque aujourd'hui les catastrophes liées au changement climatique dont la gestion coûte énormément à l'Afrique. Enfin, en sport, début hier de la phase des ligues de la Ligue européenne des champions, l'Olympique de Marseille s'incline face au Real Madrid 2 buts à 1. Le club français a été puni par un doublé de Kylian Mbappé. Et puis, compétitions africaines des clubs, les rencontres du tour préliminaire débutent ce week-end. Le Stade malien de Bamako et les Djoliba AC, qui sont nos représentants dans la compétition, vont devoir assurer la prise en charge des officiels. La Fédération malienne de football, qui assurait jusque-là cette charge, décide d'y mettre fin afin de se conformer aux exigences de la FIFA. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidio Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la digitalisation de l'administration se poursuit. Ces nouvelles solutions digitales ont été présentées hier au comité de digitalisation de l'administration. Ces nouveaux systèmes de gestion numérique proviennent des ministères des Transports et des Infrastructures, de la Santé et du Développement social, ainsi que du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Ils ont été développés au Mali avec en toile de fond la valorisation des talents nationaux. La solution Sigidolo de la Direction générale des transports contribue par exemple à l'augmentation des recettes et à la sécurisation des documents de transport. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la qualité des nouvelles plateformes avant d'inviter le comité technique à rédiger le rapport en vue de l'accompagnement de la digitalisation. Compte rendu, Mamadi Kone Aliou Touré. Le ministère des Transports et des Infrastructures vient de faire un grand pas dans la digitalisation de ses services. Lors de cette réunion du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, 4 services relevant de ces départements ont présenté des solutions digitales aux membres du comité. Il s'agit entre autres de Sigidolo de la Direction générale des transports en vue du suivi sécurisé des documents de transport et de la digitalisation des postes de péage, du parking de l'aéroport et des paiements de l'ANASER. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Il le fallait parce que ces services étaient confrontés à des cas désastreux, c'est-à-dire la falsification de tous ces documents de transport. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la digitalisation nous a permis la célérité dans le traitement de nos données, ce qui constitue un gain de temps, la sécurisation des ressources de l'État, ce qui était une très bonne chose recherchée. Et ensuite, la fiabilité. Par exemple, tous les documents qui sont élaborés sont centralisés dans une base de données. Et cette base de données est aujourd'hui sécurisée, qui nous permet de remonter les vérifications en cas des besoins. Pour sa part, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a présenté les systèmes intégrés de gestion de l'information préfectorale. Ces départements veulent ainsi être dans l'air du temps en abandonnant les anciens systèmes d'information qui ne s'adaptent plus aux réalités du moment. Abdoul Salam Diepkile, directeur général de l'administration du territoire. Ce système permettra sur une plateforme mobile ou sur un ordinateur de communiquer. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez communiquer avec votre hiérarchie, la transmission des BRQ, le suivi
et la gestion, contrôle des associations, des fondations, des ONG, l'information sur la vie administrative, politique et culturelle, la transmission à temps réel de toutes sortes d'informations, de suivre la performance des représentants de l'État, de leur assigner des tâches, de vérifier directement sur la plateforme si ces tâches-là ont été exécutées dans les délais. Autre plateforme digitale présentée au comité, c'est Open Clinic. Ce système de gestion intégré des informations hospitalières et réalisé par le ministère de la Santé et du Développement social est un outil d'aide à la gestion des établissements de santé. Le patient est au centre du système. Déjà 4 hôpitaux, notamment les centres hospitaliers universitaires Gabriel Touré, du Point G, celui de Kati, l'hôpital régional de Ségou ainsi que quelques CCRF et CESCOM sont connectés au système. Les membres du comité de pilotage ont salué les experts pour la qualité des présentations tout en faisant quelques observations en vue de leur amélioration. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a exprimé sa fierté après la présentation de ces solutions digitales avant d'inviter les experts à préparer le rapport stratégique pour accompagner le processus de digitalisation. Autre titre de l'actualité de ce matin, sécurisation des axes routiers. Les forces armées maliennes tireront les leçons des attaques ciblées de ces derniers jours pour mieux sécuriser les convois sur les grands axes routiers du pays. Les FAMA qui ont mené la riposte suite à ces attaques en détruisant plusieurs sanctuaires terroristes. Les évaluations sont en cours et l'état-major général des armées rassure les populations et les opérateurs économiques. Aucune menace sur le territoire n'ébranlera la volonté des FAMA d'accomplir leur mission. Je vous propose d'écouter le général Makan Alassane Diarra de l'état-major général des armées au micro de Yaha Konate. La situation sécuritaire est relativement calme. Cependant, elle est marquée par des attaques ciblées des groupes armés terroristes sur les grands axes routiers. Et particulièrement, ces attaques ont visé des citernes à gasoil et à essence, mais également les véhicules de transport de certaines compagnies de transport. Pour ce qui est particulièrement des attaques contre le convoi, et je peux dire les convois, ce qui s'est passé l'autre jour sur le tronçon Kaye, Sandaré, Djema, nous avons tout mis en œuvre pour sécuriser ce convoi, mais comme étant donné que l'ennemi peut agir de façon vraiment imprévisible et de façon inopinée, nous trouverons dans les jours à venir tout ce qui n'a pas marché et tout ce qui a marché, mettre ça à profit vraiment pour sécuriser nos convois. Suite à cet incident sur le tronçon Sandaré-Djema, il y a eu vraiment des pertes en matériel. Des citernes ont été incendiées et les évaluations sont toujours en cours par rapport à la situation. Et face quand même à l'attaque, les FAMA ont riposté vigoureusement à travers les troupes au sol comme à travers les raids aériens. Et nos vecteurs ont eu à neutraliser et à détruire des sanctuaires GAT et des regroupements de GAT de groupes armés terroristes dans le secteur. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de faire face à un ennemi qui agit de façon invisible et imprévisible. Nous faisons face vraiment à de l'asymétrie et les FAMA déploient actuellement d'énormes efforts pour vraiment sécuriser ces grands axes d'approvisionnement qui se relie toujours vers Bamako. C'est un ennemi qui agit dans l'asymétrie et c'est très complexe. L'ennemi se fond dans les populations, particulièrement en rase campagne et également au niveau des grandes agglomérations. Pour ce qui est de l'impact sur les opérations, je dirais qu'il n'y a pas une menace sur le territoire qui peut ébranler la volonté des FAMA. Ce qui est sûr, ce qui s'est passé, on en tire là les leçons et les retours d'expérience nécessaires pour vraiment répondre efficacement à toute sollicitation. En ce qui concerne la sécurisation des convois sur tous les axes menant à Bamako ou
dans les régions administratives. Nous pouvons rassurer la population et tous les opérateurs économiques que les FAMA sont actuellement en train de sécuriser tous les axes routiers. On ne va pas quand même rentrer dans tous les détails, mais les mesures sont déjà prises pour assurer la sécurité au niveau de tous les tronçons. Je tiens à rassurer les populations et plus particulièrement les opérateurs économiques qui ont vraiment investi de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Ce n'est pas facile en ces moments, mais nous les rassurons. Nous serons toujours à leur côté. Les FAMA sont disponibles et les FAMA seront toujours disponibles à les accompagner et à assurer la sécurité de leurs investissements, que ce soit sur les axes routiers et que ce soit au niveau des sites industriels également. Voilà, le général Makan Alassane Diarra de l'état-major général des armées à l'instant. Il intervenait sur la sécurisation des axes routiers dans notre pays suite aux récentes attaques des terroristes. Il était interrogé par Yaya Konati. L'actualité nationale est également dominée par les activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation qui se poursuivent. Hier, le ministre en charge de la réconciliation a organisé un débat citoyen et intellectuel sur le contenu de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Le contenu du document a été largement expliqué aux participants pour sa vulgarisation auprès des communautés de base. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Ce débat citoyen et intellectuel sur le contenu de la charte vise à informer et sensibiliser le maximum sur l'esprit et la portée de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Selon les panélistes, l'objectif de la charte est surtout d'amener la paix et la stabilité, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Elle a une portée juridique et morale. Dr Jérémy Koulibaly, conférencier. Il y a certaines dispositions qui sont inspirées de la culture malienne, des traditions maliennes, donc qui ont une valeur morale et qui sont de nature à amener la cohésion sociale sur le plan traditionnel aussi, donc pour amener les Maliens à parler de la même voix en termes de paix, en termes de stabilité et de cohésion sociale. Quand vous prenez les valeurs partagées, par exemple, il y a beaucoup de valeurs qui sont dans la charte, telles que l'honneur, l'honnêteté et tout le reste. Donc il est très important que cette charte puisse être appropriée d'abord par la jeunesse, vulgarisée par la jeunesse. Pour sa part, la deuxième panéliste, Dr Cotin Marie-Thérèse Dansoko, a entretenu les participants sur le contexte, la justification et le processus d'élaboration de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Selon la conférencière, le contenu du document doit être vulgarisé auprès de la population malienne pour son appropriation. Nous avons élaboré un document qui a été remis au chef de l'État le 20 juillet 2025, mais les Maliens ont besoin de connaître le contenu de ce document. Quelles sont les valeurs, quels sont les mécanismes? Il y a des mécanismes endogènes, vraiment de règlement des conflits qui ont été revus. Donc les Maliens doivent savoir quel est ce document. Et d'abord, il faut procéder à la vulgarisation et l'appropriation de ce document. Selon les conférenciers, il y a également diverses actions qui seront traduites par les différents départements sectoriels qui peuvent contribuer pour mettre en œuvre les différentes actions citées dans la charte. AES, actualité. Oui, le premier volet de l'actualité AES qui nous conduit à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso où a eu lieu la cérémonie officielle de sortie de la 51e promotion de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie. Et c'est le camp Ouenzen Koulibaly de Bobo-Dioulasso qui a abrité l'événement. 502 nouveaux officiers après 2 années de formation ont prêté serment et juré de servir la nation burkinabé avec rigueur et loyauté. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Nebilma Augustin Bado de la Radio nationale du Burkina Faso. Désormais, votre promotion s'appellera promotion Nangouzanga. Baptisé Nangouzanga, un mot issu de la langue morée signifiant protéger tout sans exception. La promotion affirme ainsi son attachement indéfectible à la défense de la patrie. En se plaçant sous l'égide de ce nom, la promotion proclame avec gravité sa volonté de combattre en tout temps et en tout lieu pour les valeurs de la République. Jules Minougou, délégué de promotion. Vous nous avez façonné
instruits et modelés, afin de nous inculquer ces valeurs physiques, intellectuelles et morales indispensables à l'exercice de notre noble métier. Nous sortons à un moment où notre pays a plus que besoin de nous, dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme. Nous n'avons pas le droit de faillir. Les connaissances et les valeurs acquises dans ce temple de savoir nous confèrent la conviction que nous sommes prêts. Je vous rassure de notre entière disposition à défendre la patrie avec courage, combativité et détermination jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Prenant la parole, le ministre en charge de la Défense, par ailleurs président de la cérémonie, a exhorté ses combattants à rester dignes, résilients, intègres et surtout à servir la nation avec honneur et loyauté. Le général de brigade Célestin Saint-Poré. Nous venons d'assister à une cérémonie de sortie de la 50e promotion. Très belle cérémonie qui nous rassure. Nous avons vu de jeunes gendarmes déterminés, résolus à relever les défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Nous attendons d'eux beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices, de la loyauté envers les instances gouvernementales du moment, conformément à leur devise et à leur mission qui est la protection des institutions républicaines. La cérémonie s'est achevée par des démonstrations tactiques, notamment des techniques de défense face aux attaques terroristes, des exercices de secourisme, des démonstrations de techniques d'interpellation. Il est à noter que la veille de la cérémonie, les sous-officiers de la gendarmerie ont prêté serment devant le substitut du procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Le second volet de l'actualité AES nous amène à Tawa au Niger, où les travaux de la conférence des cadres ont pris fin après 3 jours d'intenses activités. Les travaux se sont déroulés sous la présidence du ministre d'État à l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba. Plusieurs recommandations ont été formulées. De Niamey, les explications de James Didier de la Voix du Sahel. À l'issue de ces travaux, les participants ont adopté et formulé de fortes recommandations pour accompagner la refondation de l'administration territoriale du Niger. Des recommandations lues ici par le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Ahmad Moussa. Poursuivre les efforts de sécurisation et de stabilisation des zones affectées par le terrorisme. Poursuivre la sensibilisation à l'endroit des communautés afin de prévenir les conflits, de renforcer la paix et la cohésion sociale. Point d'orgue de la cérémonie, le discours de clôture du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, qui a salué l'engagement et la qualité des échanges tout en appelant la mise en œuvre diligente des recommandations issues de cette conférence des cadres. Ces assises auront été surtout des moments de partage d'idées et de réflexion sur les valeurs devant désormais servir à la fois de socle et de boussole pour notre administration territoriale. En un mot, il s'est agi pour les participants tout au long de ces travaux de s'aimer ensemble les graines et de tracer les sillons pour ce qui devrait désormais être, pour chaque acteur de l'administration à tous les niveaux, une sorte de champ de culture, de vertus fondamentales, d'où il devrait puiser ses repères en termes d'éthique et de déontologie. Les regards sont désormais tournés en 2026 avec un nouveau rendez-vous prévu de la capitale économique, Maradi. Un mot de l'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES et direction Tchad, où les députés votent à une écrasante majorité en faveur d'une réforme constitutionnelle qui rallonge la durée du mandat présidentiel. Ce dernier passe désormais de 5 à 7 ans, renouvelable sans limite. Le texte présenté par le mouvement patriotique du salut, parti de la majorité présidentielle, modifie plusieurs dispositions de la Constitution du 29 décembre 2023. Le projet de réforme constitutionnelle prévoit également la création d'un poste de vice-premier ministre et rallonge d'1 an le mandat des députés qui passe de 5 à 6 ans. Les parlementaires sont convoqués aujourd'hui même en congrès pour examiner la réforme constitutionnelle. Les électeurs étaient convoqués aux urnes hier au Malawi à l'occasion d'élections présidentielles et législatives. Le président sortant Lazarus Chakwera affronte son prédécesseur Peter Mutharika. Le vainqueur devra relever le défi d'une économie moribonde alors que 70% des habitants vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Environ 60% des 7,2 millions d'électeurs inscrits ont moins de 35 ans. Des groupes de la société civile se sont mobilisés pour les convaincre d'aller voter. En RDC, la vaccination a commencé hier face à la nouvelle épidémie d'Ebola. La fièvre hémorragique sévit actuellement dans la province du Kasaï,
où 28 décès et 81 cas ont été enregistrés depuis le signalement du premier malade le 20 août dernier. Cette fièvre hémorragique a fait 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. L'épidémie la plus meurtrière en RDC liée à ce virus, survenu entre 2018 et 2020, avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades. Gaza, plus de 100 personnes ont été tuées hier par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza. Toujours sur le même dossier, Israël commet un génocide dans la bande de Gaza, selon une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans un rapport publié hier, cette commission considère qu'Israël est en train de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens. Autrement dit, je cite, un crime commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Fin de citation. Une accusation que les responsables israéliens ne cessent de rejeter ces derniers mois. La page au sport dans un instant. Football, c'est parti pour la nouvelle campagne de la prestigieuse et lucrative compétition européenne des clubs, à savoir la Ligue des Champions. La première journée qui a démarré hier mardi se poursuit aujourd'hui et s'achève demain. Sur le continent, compétition africaine des clubs, les rencontres du tour préliminaire débutent ce week-end. Cette année, nos clubs qui sont engagés dans la compétition, le Stade malien de Bamako et le Joliba AC, vont être obligés d'assurer la prise en charge des officiels. La Fédération malienne de football qui a assuré cette charge jusque-là décide d'interrompre cet appui conformément aux exigences de la FIFA. Toutefois, nos clubs auront l'entière responsabilité d'organiser leurs rencontres à domicile. Le développement de la page sport, c'est avec Ali Djoumatina. Compétition africaine des clubs, la nouvelle campagne s'ouvre ce week-end sur le continent. Quant à notre pays, il sera représenté cette année également par les deux grosses pointures de notre football, à savoir le Stade malien de Bamako qui sera en Ligue des Champions et le Djoliba Athletic Club qui évoluera en Coupe de la Confédération. Les rencontres allées du tour préliminaire sont prévues ce week-end. Ainsi, le Stade malien de Bamako joue en Centrafrique contre AS Tempête et le Djoliba Athletic Club sera aussi en déplacement et jouera au Nigeria à Oyo contre Abia Warriors. Concernant la prise en charge des officiels des matchs lorsque nos clubs reçoivent à domicile, cette situation sera désormais assurée par nos clubs eux-mêmes. La Fédération malienne de football, qui gérait ses côtés financiers, décide de surseoir à cette prise en charge pour diverses raisons. Siribekaï Magassa, secrétaire général de la Fédération malienne de football, nous donne des explications. Et la moyenne que nous payons par match, c'est 3 000 à 4 000 $. Si vous regardez l'année dernière, la plus proche, dans ces accompagnements, la fédération a dépensé pour les charges de ces officiels-là 85 millions, 86 millions pour le Djoliba et 65 ou 68 millions pour le stade. Les deux restent plus de 100 millions. Où est-ce qu'on tire ces ressources? Vous savez, le football actuellement au Mali, les recettes au guichet ne rapportent pas. Le coût opérationnel, c'est l'argent que la FIFA donne à toutes les associations. Donc nous, on essaie de puiser dans ce montant pour accompagner les équipes. Mais on ne peut pas le faire parce que là, quand on le fait, ça laisse des traces sur le plan comptable. Donc il fallait d'abord demander à la FIFA de nous donner l'autorisation de le faire. Donc nous, on utilise toujours le terme exceptionnellement. Mais l'année dernière, quand j'ai fait la lettre, je l'ai envoyé, il dit que votre exception devient la règle chez nous. Il dit l'accompagnement des clubs n'est pas du ressort de la fédération. Ce sont des associations, vous pouvez les aider, mais ça ne doit pas être pris sur le fond de la FIFA. Donc finalement, cette année, on a dit qu'on ne peut pas continuer. On a écrit au club que tous ceux qui seront engagés en compétition africaine, la fédération ne prendrait plus à 100% les charges dues aux officiels. Mais l'accompagnement ne peut pas s'arrêter. Cependant, avec cette nouvelle donne, l'organisation des rencontres revient entièrement aux clubs concernés, mais avec l'expertise de la fédération. Les matchs seront dorénavant organisés par les clubs et leurs structures d'organisation. Les clubs sont libres d'organiser, de faire leur billetterie, de désigner leurs contrôleurs, etc., etc. Mais nous, on va être là parce que c'est exigé. La FIFA, l'instance suprême du football mondial, va distribuer 300 millions d'euros aux clubs dont les joueurs prendront part à la Coupe du Monde 2026. Un montant plus élevé que la somme donnée lors du Mondial 2022 organisé par le Qatar. Ligue européenne des champions, c'est parti pour la nouvelle campagne de la Coupe aux grandes oreilles. En attendant la fin de la première journée demain jeudi, il y aura 6 rencontres aujourd'hui. À 16h45, Slavia Prague reçoit FK Bodo Glimt et l'Olympiakos Le Pirée accueille Pathos FC de Chypre. À 19h, le Bayern Munich sera face à Chelsea à Allianz Arena.
À Anfield Road, Liverpool accorde son hospitalité à Atlético Madrid. À la même heure, le finaliste de la dernière édition, l'Inter Milan, sera l'hôte de l'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas. Et le Paris Saint-Germain, détenteur du trophée, se mesure à Atalanta Bergame d'Italie. Déjà hier, les résultats enregistrés. Arsenal en déplacement à San Mamés en Espagne s'est imposé 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Union Saint-Galloise l'emporte chez le PSV Eindhoven des Pays-Bas 3-1. Victoire 1-0 de Tottenham contre Villarreal. Le Borussia Dortmund a fait match nul 4 buts partout en déplacement chez la Juventus de Turin. Benfica s'incline chez elle 3-2 face à Karabakh. Et victoire difficile du Real Madrid à domicile 2-1 aux dépens de l'Olympique de Marseille. Chronique de l'environnement. Les manifestations du changement climatique sont très visibles sur notre continent à travers les catastrophes naturelles, comme les inondations récurrentes, les glissements de terrain, les sécheresses entre autres. L'Afrique n'a pas les mêmes moyens techniques et technologiques d'adaptation que d'autres régions. Pour évoquer le sujet, nous accueillons Mme Fanny Langella, responsable de l'unité contenu et réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Quand les catastrophes coûtent cher à l'Afrique, c'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Yagibou Koulibaly. Selon la Banque mondiale, les pays africains perdent en moyenne entre 2 à 5% de leur PIB annuel à cause des catastrophes liées au climat. Prenons l'exemple des inondations. À Bamako, à Abidjan ou encore à Dakar, des quartiers entiers sont submergés, obligeant les familles à tout recommencer à zéro. Madame Fanny Langella, responsable de l'unité contenu et réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Les impacts économiques sur l'Afrique sont importants. On parle de destruction des infrastructures, des logements, un impact très important sur le secteur agricole. Il y a également d'autres risques non climatiques. On a pu le voir par exemple avec le tremblement de terre au Maroc qui a eu un impact économique très important. Les gouvernements, eux, doivent mobiliser des budgets colossaux pour le secours d'urgence et la réhabilitation des routes, ponts ou écoles détruites. Dans le monde rural, le constat est encore plus frappant. Une sécheresse peut anéantir des récoltes, plongeant des milliers de familles dans l'insécurité alimentaire et obligeant les États à importer du riz ou du blé à des prix exorbitants. Le paradoxe est là. On dépense plus à réparer qu'à prévenir. Pourtant, des études montrent que chaque franc investi dans la prévention permet d'économiser jusqu'à 4 francs en gestion de crise. Madame Fanny Langella, responsable de l'unité contenu et réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. C'est très vrai quand il s'agit de l'Afrique. On a d'énormes lacunes sur les données économiques, sur les pertes économiques liées aux catastrophes. C'est dû en partie à un manque de capacité au niveau des bureaux de la statistique, mais aussi par d'autres facteurs. Par exemple, les méthodes de comptabilisation des pertes souvent ne comptent que les pertes au-delà d'un certain seuil. Or, il y a beaucoup de catastrophes qui ont des petites pertes, on va dire, qui vont affecter un village, qui ne vont pas forcément remonter et être prises en compte dans les statistiques officielles, mais ces villages vont être affectés tous les ans. Et c'est des catastrophes qui reviennent sans arrêt et qui érodent la capacité de résilience et qui, cumulées les unes aux autres, ont un coût très important et souvent même plus important que les catastrophes dont on parle dans les médias. Face à cette réalité, la réduction des risques de catastrophes n'est pas qu'une question humanitaire. C'est un enjeu économique majeur pour l'Afrique. Prévenir coûte toujours moins cher que guérir. La vraie question est donc, combien de temps encore allons-nous attendre pour investir sérieusement dans la résilience? À cette heure passée de 29 minutes à Ourikila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Ismaïla Diara. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Aïssata Saliou Maïga. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.